Mettre le micro, voilà, merci beaucoup. Bon après-midi à tous et merci d'être patients. On a pris un peu de retard, mais vous allez voir que nous allons pouvoir se rattraper. Nous irons en principe jusqu'à 16 heures autour de cette conférence qu'on souhaiterait très interactive et proactive. Donc on vous sollicitera pour éventuellement poser des questions ou intervenir. Et avant cela, je voudrais présenter les honorables panélistes qui sont tous les trois donc, de profils différents et de carrières différentes et qui vont certainement vous aider à visiter ou à revisiter le paysage sectoriel de la Tunisie d'aujourd'hui et certainement de demain. Donc, Sislim, je vous laisse tester le micro, vous allez vous présenter en 1 minute. Apparemment, il marche. Slim Feriani, je suis PDG de la société Advanced Emerging Capital. C'est une société de gestion et d'investissement en fait, dans les pays émergents, basée à Londres. Ça fait une dizaine d'années que je suis avec cette boîte et ça fait plus qu'une quinzaine d'années que je suis à Londres. Avant ça, j'étais prof de finance aux États-Unis, mais j'ai bougé au monde réel il y a presque 20 ans dans les finances et l'investissement. Donc, je suis là, je pense, à cause de ma casquette d'investisseur étranger, parce qu'on investit dans une 50aine de pays, principalement émergents et frontières. Et la Tunisie fait partie de ce groupe de pays où, en fait, le monde est tellement grand, il y a 200 pays, et c'est les 180 qui nous intéressent. On ne s'intéresse pas aux 20 qui sont assez mûrs, l'Europe, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Sinidal. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Nidal Warfelli, j'ai entendu tout à l'heure lors de la présentation que je suis porte-parole. Mais avant que je sois porte-parole, je suis ministre d'abord. Porte-parole, c'est une casquette un peu difficile. Donc je suis ministre auprès de chef de gouvernement en charge de la coordination et le suivi des affaires économiques actuellement et effectivement le porte-parole du gouvernement tunisien. Et juste avant, j'étais toujours dans l'équipe gouvernementale en charge des questions de l'énergie, secrétaire d'État en charge de l'énergie et des mines au sein du ministère de l'Industrie. Et auparavant, je suis ravi de rencontrer mes anciens étudiants puisque je suis au niveau du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et je suis aussi dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, plus particulièrement dans le domaine des énergies. Voilà. Bien, merci beaucoup. Si Heshmi. Alors, mon nom c'est Heshmi Alaya, je suis ancien professeur d'université et actuellement à la retraite, mais j'ai fondé un think tank en Tunisie qui s'adresse uniquement aux dirigeants d'entreprises et qui leur fournit les éléments d'analyse pour la compréhension du monde des affaires en Tunisie. Et à titre accessoire, en tant qu'intermittent, je suis conseiller d'un certain nombre d'organismes, aussi bien tunisiens qu'internationaux. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, donc, a priori, nous aurons un regard croisé sur le paysage sectoriel de la Tunisie. Alors, première question, pourquoi le modèle actuel, le modèle de développement actuel pose problème et n'arrive plus à répondre à l'investissement et en tout cas aux sollicitations, que ce soit du secteur public et privé. Voilà. S'il y a des blocages, quel est votre regard sur l'état actuel du modèle avant de pouvoir passer à une revisite donc, de ce qu'il faudrait faire. Je m'adresse peut-être par Siheshmi pour donner le premier débrief. Ensuite, on fera une rotation. Bien, merci. Donc, la question est pourquoi le modèle de développement tunisien est actuellement bloqué. À vrai dire, le mot « actuellement » n'est pas approprié. Notre modèle de développement est bloqué depuis maintenant très longtemps. Je dirais même depuis au moins 2 décennies. Il est bloqué pour la raison, à mon avis, suivante. Qu'était-ce ce fameux modèle de développement tunisien? L'économie tunisienne, comme vous le savez, est une économie fondée essentiellement sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Et dès les premières années de l'indépendance, on a développé un deuxième créneau dans les secteurs de services, qui est le secteur touristique. Ce sont les 2 véritables piliers de l'économie tunisienne. Avec les années 70, le développement de ces 2 secteurs est devenu en décalage avec la montée des jeunes
des jeunes de mieux en mieux formés, de plus en plus nombreux, qui, bien entendu, sollicitaient, demandaient des emplois. Alors, dès cette époque-là, l'orientation qui a été prise a consisté à ouvrir l'économie tunisienne à ce que l'on appelle l'industrie de sous-traitance. En fait, il s'agissait pour l'essentiel de faire appel à des investisseurs étrangers pour venir s'installer en Tunisie, pour y implanter un aspect du process de production. Dans la chaîne de valeur, vous savez, il y a une partie transformation que les investisseurs étrangers ont investi en raison du coût, je dirais, bas de la main-d'œuvre tunisienne. Alors, ce modèle a ainsi continué à se développer, aussi bien sur la base de l'agroalimentaire, du tourisme et enfin de ces activités qui utilisaient l'avantage compétitif de la Tunisie, qui est la main-d'œuvre. Parce que, comme vous le savez, pour attirer l'investissement, il faut soit avoir la technologie, soit avoir de l'énergie à bon marché, soit avoir du capital, soit enfin avoir une main-d'œuvre qui est bon marché. Le seul facteur compétitif pour la Tunisie, c'était la main-d'œuvre. Alors, le problème est que lorsque l'on a ouvert notre économie et que l'on a développé ces fameuses industries de sous-traitance, ces industries de sous-traitance, au départ, faisaient appel à de la main-d'œuvre banale, peu spécialisée, qui n'avait aucune compétence et que l'on pouvait former très rapidement. Ça allait très bien parce que pendant les années 70, le gros de la main-d'œuvre tunisienne était en gros en résonance avec les besoins des investisseurs étrangers. Mais comme entre-temps la Tunisie a lourdement investi dans la formation, dans le développement de sa ressource humaine, les jeunes formés de plus en plus nombreux qui arrivaient sur le marché de l'emploi ne trouvaient en face d'eux que, si vous voulez, cette offre d'emploi. Or, elle était en totale inadéquation avec leurs besoins. On ne peut quand même pas demander à un ingénieur ou à un maîtrisard d'aller travailler dans une usine de confection textile ou dans une usine tournevis, en quelque sorte. Donc, dès la fin des années 70, le modèle commençait à s'essouffler. Et il aurait fallu, bien entendu, dès cette époque-là, négocier un virage stratégique, c'est-à-dire réouvrir encore davantage notre économie, faire en sorte que des filières nouvelles se développent et qui correspondent aux besoins de ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. C'est ce que nous n'avons pas fait, malheureusement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les déboires de la Tunisie pendant les années 80 qui ont amené le changement politique. Changement politique qui n'a pas su malheureusement négocier ce virage. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, on a perdu quasiment 2 décennies. Alors évidemment, avec l'ouverture de l'économie, avec le développement du secteur touristique, avec l'essor du secteur agroalimentaire, eh bien, on a réussi malgré tout à réaliser une croissance qui était assez, je dirais, confortable, de l'ordre de 4 à 5% par an. C'est ce qui permettait à l'État d'avoir les moyens pour précisément calmer les ardeurs des jeunes, subventionner les chômeurs, subventionner les produits de base, etc., etc. Bien entendu, cette politique ne pouvait durer qu'un temps. Tout à fait, tout à fait. Avec la crise mondiale de 2007-2008, eh bien, les sources de la croissance tunisienne se sont taries. Le secteur touristique est entré depuis bien longtemps dans une crise structurelle très profonde. Le secteur agroalimentaire n'a pas su se hisser au niveau de la nouvelle économie régionale dans laquelle on baignait. On avait la facilité du marché libyen, un peu le marché algérien, etc. Et au niveau des activités de transformation et de sous-traitance qui étaient basées sur la main-d'œuvre banale, là, le blocage était patent depuis déjà des décennies. Donc, avec la dépression, avec donc la crise qui s'est enclenchée, le modèle a éclaté et il a entraîné le fameux clash de 2010-2011. On en est là jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, comme on en est là et que nous avons un représentant du gouvernement, donc est-ce qu'au niveau de la présidence du gouvernement, un diagnostic a été fait et quels sont peut-être les chantiers prioritaires au niveau du modèle actuel
dans la mesure où on sait que vous travaillez sur un futur modèle, mais est-ce qu'il y a un effort au moins de réanimation du modèle existant, parce qu'il va continuer quand même peut-être à coexister quelque temps, le temps que le futur arrive? Merci pour cette question. Que puis-je dire après cette présentation historique de monsieur le professeur, mais de contexte et de modèle économique tunisien. Mais par contre, permettez-moi d'avoir plus de précision concernant l'essoufflement du modèle économique avant de répondre le comment va être réanimé. Votre question est: le modèle économique actuel est bloqué. Juste, je nuance vos propos en disant que nous avons une croissance très très faible, certes, mais elle est autour, l'année dernière, pour l'année 2013, elle est de 2,6%. Donc, dans un pays où c'est passé ce qui s'est passé entre nous, Thaura, c'est pas juste un changement d'un régime à un autre. Avec l'explosion des demandes sociales, faire une croissance économique de 2,6%, et cette année, l'objectif, pour être réaliste, faire un objectif de 2,8%, en tout cas selon les prévisions d'un certain nombre d'institutions internationales ou de bailleurs de fonds, on devrait faire un taux de croissance important, plus important de 2,6, ça tourne autour de 3, mais nous, en tant que gouvernement, on aimerait bien être réaliste et dire aujourd'hui qu'on va faire un taux de croissance autour de 2,8%, sachant que le premier trimestre, c'est 2,8%. En glissement annuel, c'est 2,2%. Mais par contre, votre question était, est-ce que le modèle économique est bloqué? Je dis non, il n'est pas bloqué, il souffre. Il souffre pour un certain nombre de pressions ou pour un certain nombre de facteurs. Il y a des facteurs qui sont endogènes à notre pays et à notre modèle ancien, mais il y a aussi des facteurs qui sont exogènes. Rapidement, notre économie avant 2008-2009, c'est une économie qui faisait à peu près, comme l'a dit c'est Heshmi, autour de 4 à 5%, voire même parfois on annonce 6%. Mais bon, les chiffres sont là, sont les chiffres, mais en tout cas on faisait un taux de croissance autour de 4 à 5%. Ce taux de croissance, il faut le dire aussi, a permis, depuis les années 60, un recul significatif quand même de la pauvreté. Mais c'est une économie qui est coincée, qui est piégée dans des secteurs à très faible valeur ajoutée. Donc c'est une économie qui ne crée pas de la richesse, qui ne crée pas de la valeur économique. D'autre part, c'est une économie à très faible, comme j'ai dit, en fait, à très faible valeur ajoutée. Donc, 1, 2, ce n'est pas une économie qui a boosté ou qui a incité l'innovation et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une économie qui a développé ou incité l'investissement dans le domaine privé. Donc, c'était une économie relativement qui faisait un taux de croissance, c'est vrai, qui absorbe un certain nombre de demandes sociales nationales, oui, mais c'est une économie qui reste relativement fermée sur elle-même, avec, en ce qui concerne, à très faible valeur ajoutée. Deuxième point, c'est une économie qu'on croyait économie ouverte, à 80% d'échanges avec le monde extérieur. Or, ce monde extérieur n'est plus ni moins que l'Europe, et dans les 80%, ces 80%, c'est uniquement 4 pays. On le sait tous, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Et dans les 80%, et au plus de 80% si on fait une actualisation, on a 50% de nos échanges extérieurs se fait avec un seul pays, qui est la France. Donc nous croyons avoir un modèle économique qui est ouvert. Or, ce modèle, c'est vrai, il est ouvert en Europe, vers l'Europe, c'est-à-dire en termes d'échanges commerciaux, mais aussi un modèle économique qui, en fin de compte, restreint à un seul pays. 50% de nos échanges avec l'Europe se fait avec la France, et vient, comme vous l'avez cité, monsieur le professeur, le choc exogène, qui est la crise économique et la crise financière. Forcément, c'est un facteur exogène. Si cette économie avec laquelle on travaille, où on a des échanges commerciaux, se trouve au plus bas, on fait un taux de croissance aujourd'hui autour de 0% en Europe, je parle des années précédentes, forcément, ça impacte directement notre économie. Donc, vous voyez, un autre modèle économique qui n'encourage pas l'innovation et l'entrepreneuriat, un modèle économique qui a très faible valeur ajoutée, dans des secteurs à très faible valeur ajoutée, qui sont essentiellement l'agriculture et le tourisme. Troisièmement, un modèle économique très dépendant d'un nombre restreint d'échanges, en fait, de pays avec qui on a un échange commercial, donc à moindre crise, ça impacte directement la Tunisie, en fait, le modèle économique tunisien. Et quatrième point, ça c'est aussi important,
c'est le fait qu'on croit on fait de la valeur ajoutée dans le domaine de l'exportation. Or, ce qu'on fait essentiellement, c'est de l'exportation de l'assemblage. Donc, on ne fait pas véritablement de l'innovation, on ne fait pas de l'industrie, on ne fait pas de la recherche, on ne fait pas le développement, on ne fait pas de l'incubation, on fait uniquement l'exportation de l'assemblage. Et pourquoi ? Pour la raison dont a expliqué aussi monsieur le professeur, qu'on cherchait essentiellement la sous-traitance, qu'on cherchait essentiellement la main-d'œuvre à bas coût, non qualifiée à bas coût, et on fait essentiellement de l'exportation dans le domaine de l'assemblage. Ça, ce qui concerne, qui a bloqué essentiellement notre modèle économique jusqu'à après la crise économique et financière, viendra après le facteur aussi bloquant ces 3 dernières années, que nous avons un modèle économique qui est expansionniste. Un modèle économique, pour le dire autrement, pendant ces 3 dernières années, on s'est occupé du politique, on s'est occupé de la Constitution. Au bout de 3 ans, c'est vrai, nous avons une Constitution qui est intéressante, garantissant la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté et prenant les parités hommes-femmes. C'est vrai, nous avons une belle Constitution, mais par contre, pendant ces 3 dernières années, on a oublié l'économie. L'économie, on l'a mis à part, on ne s'est pas véritablement s'intéresser à l'économie et par conséquent, l'économie ne nous a pas oubliés. Donc aujourd'hui, nous sommes véritablement dans un modèle économique où c'est très restreint. Voilà, c'est la première question. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Donc économie ou modèle économique bloquant et pas bloqué. Donc effectivement, il y a une nuance et on y reviendra certainement, Sénédal. Dans le modèle économique, on parle souvent de land, labor and capital. Et donc le 3e pilier du modèle, c'est le capital. Est-ce que la Tunisie attire les capitaux système, les capitaux internationaux ? Pas à ce que je vois, du moins sur la base des chiffres, les IDE sont en baisse et d'après ce que je vois, les investisseurs locaux ne sont pas nécessairement en train d'investir. Donc, pour moi, l'un des plus grands problèmes, c'est le manque d'investissement en Tunisie. Et ce n'est pas nécessairement seulement le capital étranger, c'est également le capital local. Donc, nous, on investit, comme j'ai dit tout à l'heure, on investit à peu près un peu moins qu'$1 milliard sur une 50aine de pays. Et le premier critère qu'on doit analyser, c'est le risque pays. Et on n'est pas les seuls à le faire, on réinvente à la roue. Tous les investisseurs étrangers, avant d'aller où que ce soit, ils analysent le risque pays. Ensuite, ils voient les opportunités sur le plan micro, quel secteur, quelle compagnie et tout. Et la réalité est là. Donc, sur les 3 dernières années, le risque pays pour la Tunisie s'est effondré. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il y a des agences de notation et tout. Mais c'est réparable. Donc, dans mon intervention tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, ils vont m'écouter encore une fois dire la même chose. En tant qu'investisseur, où que ce soit, l'incertitude est l'ennemi de l'investisseur. Donc on n'aime pas l'incertitude et tant qu'il n'y a pas de visibilité, du moins sur le moyen terme, on ne va pas dire sur le long terme, sur le moyen terme, sur la scène politique, c'est les perspectives sur les 3 à 5 prochaines années, pas les 10 à 15. Parce que les investisseurs étrangers également, ils veulent une certitude sur le plan réglementaire et tout. Ils n'aiment pas que les repères changent. Ils veulent aller investir quelque part et ils savent à quoi ils doivent s'attendre, quelle réglementation, etc. Maintenant, la Tunisie est en période de changement. Donc ça rajoute à toute l'incertitude. Je regarde là où on est, on a très très peu en Tunisie, même si je suis tunisien et j'essaye. Mais la réalité est que je dois faire mon boulot et il y a des gens autour de moi, il y a une équipe d'investissement et tout. Et donc, même le biais tunisien n'est pas suffisant en fait pour encourager de l'investissement en Tunisie pour le moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains qui étaient dans l'audience, les 6 à 9 prochains mois du moins, la visibilité sur la scène politique devrait être un catalyste positif ou négatif en fait. J'espère que ce sera positif. On veut tous être optimistes dans le sens où le temporaire reste temporaire. Donc c'est pour ça que la communauté internationale, les investisseurs étrangers comme nous, on voudrait avoir une idée sur qui va gérer dans une horizon de 5 ans, j'imagine, pour
à peu près savoir à quoi s'en tenir, pas sur les 20 prochaines années. Donc l'IDE, l'investissement direct étranger, reste malheureusement un talent d'Achille pour l'instant pour la Tunisie, à part l'investisseur local. Et j'imagine, je parle à beaucoup de gens dans le secteur privé en Tunisie, je rentre en Tunisie souvent, bien que je vis à Londres, on fait pas beaucoup de choses sur le plan professionnel encore en Tunisie, on fait un petit peu, mais je reste en contact. L'une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu une façon de m'impliquer beaucoup plus sur la Tunisie et d'essayer d'aider d'une façon ou d'une autre. Entre autres, c'est d'essayer de faire un truc qui me permettrait, moi, personnellement, de m'impliquer plus en Tunisie avec la casquette investisseur. Très bien. Sinedal, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Sislim, par rapport à l'attractivité du pays aujourd'hui avec cette incertitude et peut-être un horizon qui n'est peut-être pas encore bien clair et tracé pour un investisseur international? D'abord, avant d'arriver à la question d'attractivité, on a parlé, c'est vrai, du modèle économique relativement défaillant. C'est vrai, aujourd'hui, on a une économie qui souffre. Et la principale, je dirais, orientation actuelle de gouvernement, c'est, bien sûr, la première priorité, c'est d'arriver à faire des élections générales, libres, transparentes, et espérant à la fin de l'année 2014. Et c'est un peu ça ce que se dessine aujourd'hui en tout cas. Et deuxième point, mais par contre on ne peut pas y arriver à mettre en place ces élections libres et par conséquent répondre en question, j'essaie de répondre indirectement à la question de Sislim en disant qu'effectivement au bout de 5 ans c'est qui va gouverner la Tunisie ou autre. L'essentiel c'est qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place des élections générales, libres et transparentes qui permettent d'avoir une visibilité politique. Ça, c'est le premier lieu. Mais par contre, pour arriver à mettre en place ces élections, il faut absolument relancer. D'abord, il y a un préalable qui est la question sécuritaire. Je pense que l'investisseur se pose plus de questions sur la question sécuritaire que la question qui va gouverner demain. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail important sur la sécurité. Et ça, c'est très important et je pense qu'il y a certaines améliorations. Mais il faut savoir, il y a des chocs endogènes aussi, encore une fois. Et il y a la question sécuritaire ou lutte contre le terrorisme. C'est une question transfrontalière ou, je dirais, c'est une question régionale, voire internationale de lutte contre le terrorisme. Et le deuxième volet, c'est de relancer l'économie. Pour relancer l'économie, créer un cadre attractif au niveau de l'investisseur. Qu'est-ce qu'il cherche, en fait, en gros, l'investisseur? Celui qui va investir en Tunisie, il cherche d'abord de la logistique. Il cherche d'abord de la sécurité, on a dit, de la logistique, des projets de gagnant-gagnant aussi, parce que lui, il va venir pour investir, ce n'est pas uniquement pour avoir une taux d'employabilité importante, mais aussi pour qu'il gagne de l'argent. Hein, c'est tout à fait normal. Il cherche aussi des infrastructures adéquates. Hein. Je vous donne un exemple très simple. Celui qui va investir aujourd'hui dans des régions dans le sud, ou plutôt dans le sud-ouest, ou le centre-est, ou le centre-ouest. Comment voulez-vous qu'un investisseur vienne, et je parle bien sûr devant un investisseur, c'est pour cette raison que je vais les convaincre de venir. Comment voulez-vous qu'un investisseur vienne investir en Tunisie alors qu'il n'y a pas minimum de confort? Il n'y a même pas minimum de confort. Il n'y a même pas, je vais être un peu plus basique et plus terre-à-terre, voulez-vous qu'il investisse je ne sais, je donne des exemples, la Gafsa, Sidi Bouzid, Al-Gasserine, Metlaoui, Al-Kef, peu importe, il n'y a même pas un minimum de confort, il n'y a même pas de bons hôtels d'accueil, il n'y a même pas des cafés, des brasseries, il ne sait même pas comment il faut faire lorsqu'il va ramener sa famille. Donc il y a véritablement des questions qui sont structurelles, logistiques, de base, qui ne sont pas aujourd'hui, je dirais, fournies. Comment voulez-vous que l'investisseur, avant d'arriver à la question sécuritaire et avant d'arriver à la question d'infrastructures lourdes, il faut avoir un minimum d'attractivité. Bien sûr, sur cette question, nous nous sommes un peu penchés. Sur le fait d'abord, d'orienter plutôt et de rendre le moteur de la croissance économique en Tunisie, c'est l'investissement privé, chose qui a été délaissée ces dernières décennies. Mais comment rendre ces investissements l'investissement? Concrètement, moi je vous parle, permettez-moi, comme directement ce qu'on va faire. C'est des choses concrètes. On ne parle pas de discours politiques ou de ce qu'il va faire dans 20 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, on a un code d'incitation aux investissements qui trouve un peu ses limites. Il y a un nouveau code d'investissement qui a été déposé l'année dernière à l'Assemblée constituante pour son adoption. Bon, ce nouveau code d'investissement,
ne fait pas l'unanimité au sein du monde privé, du monde de patronat, du monde syndical et d'autres acteurs en Tunisie, voire des acteurs nationaux et internationaux. Donc ce gouvernement a retiré ce code d'investissement et actuellement procède à son amendement. Mais son amendement demandera un peu plus de temps, donc il faut créer aujourd'hui des incitations, et c'est ce qu'on est en train de faire, il va être intégré dans le cadre de la loi de finances complémentaire de 2014, des incitations aux investissements privés pour qu'ils viennent investir. D'accord ? Ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, puisqu'on parle aujourd'hui sur les secteurs, l'approche sectorielle, il y a un projet très important dont on n'entend pas beaucoup aujourd'hui parler, c'est un projet qui est traité au niveau interministériel avec 4 ou 5 ministères, c'est comment reviser, en fait, avoir les secteurs ou une approche sectorielle, les projets d'approche sectorielle importantes en Tunisie. Donc tout ça s'articule autour de la chaîne de valeur mondiale. Donc il y a un projet qui a 3 objectifs, c'est comment identifier d'abord la longueur de la chaîne de valeur mondiale, comment positionner la Tunisie en termes de secteur, bien sûr, dans le cadre de cette chaîne de valeur mondiale, soit en amont, soit en aval, soit à l'intégration de cette chaîne, d'accord ? Comment identifier les secteurs ? Nous, on a identifié à peu près une douzaine de secteurs aujourd'hui que seraient porteurs dans l'économie tunisienne. Et comment créer un cadre attractif pour les investisseurs pour venir investir et créer la chaîne de valeur à travers la colocalisation ou le co-développement. On n'a plus besoin de cet investissement à sous-traitance comme a été décrit aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a les compétences. La Tunisie, en tant que pays, vous le savez très bien, géostratégiquement bien positionné, bien interconnecté avec les pays voisins, qui représente un marché très limité en termes de capacité, mais par contre présente un marché très important qui est l'Afrique et l'accès à l'Afrique derrière. Ça, c'est de très haute valeur ajoutée. S'ajoute bien sûr aux compétences tunisiennes, aux questions de sécurité et aussi aux questions de stabilité politique. Voilà, c'est tout un ensemble de cadres qu'il faut créer aujourd'hui pour l'attractivité. Un dernier point, si vous le permettez, c'est très important. Encore une fois, un investisseur, lorsqu'il arrive à Tunisie, il ne sait pas où aller. Il y a l'API, il y a l'AFI, il y a l'APIA, il y a le ministère de la coopération, il y a plusieurs interlocuteurs. Donc l'idée, c'est comment prendre ou optimiser autour d'un seul interlocuteur. On l'appelle après guichet unique ou pas guichet unique, donc le colonne on les contraint. Mais en tout cas, l'investisseur, lorsqu'il arrive avec son projet, lorsqu'il arrive avec son financement, et il sait où aller, il y a un seul interlocuteur, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument une réforme, ce qu'on appelle la guillotine réglementaire et administrative. Mais vous n'imaginez pas aujourd'hui un investisseur tunisien ou autre, pour investir, quelle est la lourdeur de la tâche administrative et bureaucratique et ainsi réglementaire. Donc, on est parti sur une approche de réforme administrative, réforme de cadre réglementaire. Vous avez la commission, par exemple, supérieure de marché a été refaite donc, récemment par un nouveau décret. Vous avez des approches administratives qui ont été illimitées. Plus de 1700 actions administratives ont été supprimées. Et l'objectif, c'est d'arriver avec ce projet à la fin septembre, j'espère, 2014, et de le présenter aux investisseurs. Très bien, excellent. Donc vous voyez beaucoup d'informations, comme quoi le paysage actuel est en, on va dire, transformation. Je rappelle, et je vous laisse réagir, Silhechmi. Donc Sinidal a parlé du code d'investissement qui a été retiré, c'est intéressant, donc on fonctionne sans, et donc c'est une manière d'aller au-delà de l'approche sectorielle et les compartiments à aider et pas à aider, donc peut-être on aura à revenir dessus. Il a parlé aussi de l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, et je pense que c'est peut-être là le point intéressant. Quel est le niveau d'intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales, au moins celles dans lesquelles on est censé être positionné, et comment vous voyez l'avenir de la Tunisie par rapport à ces chaînes de valeur-là? Je voulais réagir sur les interventions à propos de... Éventuellement, vous pouvez revenir dessus aussi. Oui, juste quelques remarques pour réagir sur la question de l'investissement étranger. Je répondrai par la suite à votre question. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait suivant. On parle beaucoup d'investissement étranger, d'IDE en Tunisie. Il faut être réaliste. La vérité est loin de correspondre à ce que l'on entend par ces termes. Au cours des 2-3 dernières décennies, la Tunisie a attiré en moyenne par an
à peu près 250 à 300 millions de dollars d'IDE. Mais, il y a un grand mais, plus de 80% de ce chiffre va au secteur de l'énergie, c'est-à-dire qu'il s'agit de sociétés pétrolières et gazières qui viennent faire de l'explo et qui viennent faire de l'exploitation. En d'autres termes, ce qui reste pour l'industrie, pour l'agriculture, pour le développement, c'est quelque chose vraiment, c'est un epsilon négligeable. Je voudrais rajouter autre chose. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle d'avoir été responsable d'un organisme qui s'occupe justement de la promotion de l'investissement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les investisseurs qui viennent en Tunisie, d'abord, ils n'apportent pas beaucoup d'argent. Je peux vous le dire en connaissance de cause. Ils viennent investir, par exemple, dans une activité touristique. L'investissement consiste à louer un hôtel tunisien. Il vient investir dans l'industrie textile ou dans les industries mécaniques et électriques. En quoi consiste l'investissement? À louer une baraque, à importer des machines vieilles, amorties, et à utiliser la main-d'œuvre tunisienne. Je n'exagère pas la réalité, mais je suis réaliste, je ne suis pas un officiel, je vous dis les choses telles que moi je les ai vécues. C'est ce qui d'ailleurs explique la petitesse, je dirais, des chiffres qui sont en jeu. Je peux multiplier les exemples juste pour vous montrer que les IDE en Tunisie, depuis les années 80, c'est vraiment quelque chose de ridicule. Mais je voudrais rajouter la chose suivante. Par contre, les investisseurs étrangers, qu'ils soient européens, mais pas uniquement, parce que j'ai eu maille à faire avec les Américains, les Japonais, les Asiatiques à l'époque, très intéressés par l'investissement en Tunisie. Pas pour le marché tunisien, en raison de la forte exiguïté de notre marché. En fait, la Tunisie, c'est une économie qui ne compte pas. C'est juste une petite plateforme pour les investisseurs étrangers. Par contre, ce qu'ils convoitent, c'est les marchés de proximité, c'est-à-dire l'Algérie et la Libye. Et le drame de la Tunisie, c'est que nos politiques, depuis ces temps reculés, n'ont jamais compris. Ils ont continué à patauger dans la contradiction. On leur a à maintes reprises dit « Attention, ce qu'il faudrait faire, c'est tout mettre en œuvre pour que les frontières commerciales, douanières, fiscales et autres qui existent entre ces deux pays qui nous embrassent, l'Algérie d'un côté, la Libye de l'autre, soient des frontières totalement, si vous voulez, enlevées, parce que c'est ça qui va permettre à la Tunisie de devenir réellement un site intéressant pour l'investisseur étranger. Je ne voudrais pas être lent, juste deux autres petites remarques. Si on revient quand même sur les chaînes et on reviendra sur la chaîne de valeur, si vous permettez. Oui, d'accord. Juste pour rajouter. Du code de l'investissement et de la réforme du code de l'investissement. Je suis désolé, mais là aussi, on est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que nous avons mis en Tunisie en place, au début des années 70, un code de l'investissement qui, de l'avis unanime, il y a des écrits là-dessus, est parmi l'un des codes les meilleurs. Et là aussi, j'ai trouvé, par malheur, je me suis trouvé mêlé à ces histoires de réforme du code de l'investissement qui ont attiré trop de problèmes. Parce que, à chaque fois que le politique dit « je vais réformer le code de l'investissement », moi je dis « halte là, n'y touchez pas ». On me dit pourquoi? Mais parce que je leur dis, les étrangers qui nous regardent de loin ont horreur d'une chose, ils ont horreur de l'instabilité juridique. Mieux vaut garder un texte, même mauvais, plutôt que de modifier constamment ce texte. Et ça m'a attiré énormément de problèmes. Jusqu'à même récemment, après la Révolution, là aussi, c'est une mode en Tunisie. Tiens, on va réformer le code de l'investissement. Mais le réformer, pourquoi? Il n'est pas mauvais, le code que l'on a. En tous les cas, même s'il y a des aspects qui sont défaillants, et il y en a, bien entendu, mieux vaut garder le texte ancien, ne pas le toucher, pour éviter cette instabilité juridique, plutôt que de se lancer dans le chantier de la réforme du code de l'investissement. Parce que qu'est-ce que vous allez obtenir avec cela? Tout simplement que le Tunisien qui va investir va dire « hop là, ce n'est pas le moment d'investir, attendons le nouveau code d'investissement ». L'étranger aussi, lorsqu'il entend qu'en Tunisie, on a mis en chantier le code de l'investissement. Ah bon, attendons voir à quelle sauce on va être mangé. En bref, mieux vaut éviter l'instabilité juridique.
Dernière remarque maintenant. On a évoqué la question de la bureaucratie et des lourdeurs bureaucratiques pour l'investisseur qui désire monter une entreprise en Tunisie. Là aussi, il faut connaître notre histoire, je suis désolé. La Tunisie a mis en place, au début des années 70, ce que l'on a appelé un guichet unique. À l'époque, c'était un concept innovateur, cité en exemple dans le monde entier. Un guichet unique où, effectivement, celui qui voulait monter une entreprise pouvait le faire en moins d'une journée. Il avait un interlocuteur unique, il n'avait pas besoin d'aller faire le tour des administrations, il n'avait pas besoin d'autorisation, un interlocuteur unique qui le fournissait. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'étais le concepteur et celui qui a mis en œuvre ce guichet unique et qui donc l'a managé, en quelque sorte, pendant un certain temps. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Très peu de temps après, tout le monde a voulu avoir une parcelle de ce pouvoir. Donc tout le monde a voulu avoir son guichet unique. Et on a multiplié les guichets uniques. On avait l'API, eh ben on a rajouté une APIA. On avait l'APIA, on a rajouté une API pour l'étranger, la CEPIA. Et puis les ministères et les ministres étaient jaloux du PDG de l'API. C'est un homme encore plus puissant que le ministre. Ils veulent avoir leur parcelle de pouvoir. Donc il faut passer sous leur fourche codienne pour obtenir leur autorisation. Et c'est ce qui explique ce que vient de dire Si Wolfeli. L'investisseur est obligé de faire le tour des ministères et de l'API pour. Or, il suffisait tout simplement de revenir à ce modèle et à cet ancien code de l'investissement. La voie, elle est là, elle est tracée. On a été innovateur. Je peux vous indiquer des références bibliographiques. FMI, Banque mondiale, le Fonds japonais d'investissement, les Autrichiens, les Allemands, etc., où la Tunisie, pendant les années 70, a été citée en exemple. Au risque de vous choquer, la France a créé son agence de l'investissement étranger sur le modèle tunisien. Et j'en parle en connaissance de cause, je connais les Français qui ont travaillé là-dessus. Alors Salih Hachmi, vous avez évoqué tous les points sauf celui de la question, donc sur la chaîne de valeur, vraiment assez brièvement parce qu'on voudrait enchaîner avec ça sur les incontournables du futur modèle de développement et on reviendra certainement sur les aspects institutionnels, réglementaires. Alors les chaînes de valeur, est-ce que vous pensez que la Tunisie aujourd'hui est suffisamment bien intégrée? Est-ce que nous avons des atouts pour pouvoir aller dans des positionnements plus élevés? Des atouts, certainement qu'on en a. Mais à mon avis, la question est ainsi mal posée. Je suis désolé. La question n'est pas de savoir si la Tunisie est bien intégrée dans la chaîne de valeur mondiale. La question est que faire pour que la Tunisie s'intègre dans la chaîne de valeur mondiale. Parce que Sylvie Felin l'a dit tout à l'heure, nous avons effectivement une création de valeur en Tunisie qui est exportée, mais elle est minable. J'ai fait une fois l'étude suivante. J'ai pris un jean ici à Paris. À l'époque, il était vendu 100 €, 105 €. C'est le fameux Levi's 501 ou 505, j'ai oublié. Et j'ai essayé de décortiquer ce chiffre. Sur les 100 €, simplifiant, ce n'est pas la peine d'elgoter sur les chiffres, sur les 100 €, ce jean est, tenez-vous bien, fabriqué en Tunisie. Fabriqué entre guillemets. Sur ces 100 €, quelle est la part de la Tunisie? Combien d'euros reviennent à la Tunisie sur ce jean qui se vend à Paris où c'est écrit Made in Tunisia? Moins de 5 €. En d'autres termes, la valeur créée de 100 €, elle va pour les designers, les concepteurs, les marketeurs, les financeurs, les distributeurs, les transporteurs, et la Tunisie qui a l'usine et qui fabrique le denim, qui a l'usine qui confectionne ce denim, qui l'emballe et qui l'expédie après, eh bien, elle glane sur les 100 € moins de 5 €. Donc, c'est vous dire que, oui, bien sûr, on peut toujours dire que l'on est intégré dans la chaîne de valeur, mais nous avons la part minable dans cette chaîne. Merci, donc vous avez quand même réussi à répondre à ma question, même s'il était mal posé, mais je voudrais quand même revenir sur le positionnement de la Tunisie dans les chaînes de valeur. Où est-ce qu'on a des atouts, ou peut-être on a intérêt à développer une stratégie au niveau de l'État, parce que bien sûr, il y a le secteur privé qui doit faire son travail, mais à un moment donné,
l'esprit du code d'investissement, c'est de sécuriser les flux financiers, les flux de ce qu'on devrait appeler d'ailleurs le capital investment direct étranger, parce qu'on n'attire pas que de l'investisseur partenaire stratégique et technologique, mais on peut attirer aussi des institutionnels comme les private equity. Donc un peu une réflexion autour de la trajectoire que pourrait avoir aujourd'hui le modèle économique de développement basé sur des stratégies alternatives, comme celle que je viens de citer, le capital investissement direct étranger, le positionnement sur des chaînes de valeur mondiales qui peuvent être primaires, secondaires ou tertiaires, parce que quand on dit primaire, l'huile d'olive peut être une chaîne de valeur dans laquelle on peut développer de la technologie, de la biotechnologie, pour la santé, application santé, application énergie, application chimie. On peut aussi, dans des chaînes de valeur aujourd'hui industrielles comme le textile, développer d'autres créneaux, d'autres secteurs. Donc en fait, casser cette vision sectorielle du textile l'habillement et aller au-delà en mettant peut-être plus en synergie des potentialités tunisiennes qui sont réelles. La preuve que nous sommes aujourd'hui dans un public dominé par des ingénieurs. On voudrait que nos ingénieurs contribuent plus en innovant, en s'intégrant peut-être aussi par des start-up, donc l'entrepreneuriat d'innovation, qui n'est pas assez promu aujourd'hui concrètement au niveau du paysage, on va dire, économique général. Si Nidal, est-ce que vous voulez apporter quelques précisions sur les incontournables du futur modèle ou les choses que vous êtes en train de préparer qui vont rester dans ce que je viens de citer ? Merci, effectivement. En ce qui concerne les chaînes de valeur, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a un projet actuellement en cours d'identifier une douzaine de secteurs sur lesquels on essaye, en tout cas, la Tunisie essaie de se positionner dans cette chaîne de valeur, mais plutôt quels sont les atouts donc, au niveau de ces chaînes de valeur. Après, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique ou que ce soit, je donne un exemple, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, vous avez au Maroc donc une industrie je dirais très développée, mais par contre, lorsqu'on s'est vu il y a une dizaine de jours avec nos collègues et amis marocains, nous pouvons être plutôt complémentaires en ce qui concerne notre approche de développement industriel. Ça, c'est un domaine. Hein. Donc, je parle de l'aéronautique, vous avez parlé de textile, et il y en a plusieurs d'autres domaines. Mais notre atout aujourd'hui, c'est quoi? Notre atout, d'abord, c'est... Allez, on est entre Tunisiens, c'est ça. C'est que notre révolution est derrière nous aujourd'hui. Ah, ça, c'est un premier atout, mais qui est d'ordre général. N'est-ce pas, monsieur le professeur? Peut-être deuxième atout plus sérieusement, c'est que nous avons des compétences. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de chaîne de valeur, il nous faut véritablement des compétences. Parce qu'on parle de la chaîne de valeur, on parle de la formation, il ne faut pas l'oublier aussi, en passant par la recherche et développement, en passant par les startups et incubateurs, jusqu'à l'industrie. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut absolument viser aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un maillon de la chaîne où on va s'intégrer dans cette position. Donc nous apprêtons, compte tenu de notre modèle, même il est en cours actuellement d'amélioration, certes et imparfait, notre modèle de formation, mais en tout cas, ça devrait être aussi un de nos atouts. De nos compétences, j'ai dit, les compétences que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi vous, en tant que compétence à l'échelle internationale, ça c'est très important, ça c'est une valeur ajoutée importante dans le cadre de notre chaîne de valeur. Donc il faut toujours réfléchir comment avoir cet lien, même en vivant à Londres et ne pas avoir réussi jusqu'à aujourd'hui à développer peut-être des investissements en Tunisie, mais il faut toujours être, même en étant à l'extérieur, avoir un lien avec la Tunisie. Nous avons un autre atout aussi, nous avons un marché économique qui s'apprête plutôt à des petites et moyennes entreprises. Je vous le dis, je ne le savais pas avant. Je me suis dit toujours, je m'attache aux grandes multinationales qui apportent plus d'emplois, plus de valeur, plus de création de la richesse. Mais en fin de compte, lorsqu'on voit notre marché et notre capacité au niveau de notre marché, c'est favorable à des petites et moyennes entreprises qui peuvent véritablement s'insérer dans le cadre de cette chaîne de valeur. Quatrième atout, c'est la position géostratégique de la Tunisie. C'est ce qui a été dit par Saleh. C'est effectivement, nous sommes bien positionnés vis-à-vis à l'Europe d'abord,
Hein. Deuxièmement, je dis bien positionné, mais pas bien, nous n'avons pas de bonne infrastructure. Nous n'avons pas un port en eau profonde aujourd'hui. Vous voulez attirer des investisseurs, nous n'avons même pas un port en eau profonde. Nous n'avons pas une autoroute qui fait le nord et le sud avec, vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé des projets d'infrastructure de base. Donc, c'est un positionnement géostratégique intéressant vis-à-vis à l'Europe, vis-à-vis aussi les pays voisins, notamment la Libye et l'Algérie. Et au-delà même, espérant bien sûr que la Libye puisse s'en sortir de sa situation, c'est aujourd'hui, je vous dis d'une manière un peu claire, le vrai danger pour nous, c'est la situation qui se trouve en Libye, mais aussi, le troisième atout, c'est l'accès en Afrique. Il faut le dire, et je parle sous le contrôle de monsieur le professeur, c'est que toujours le modèle de développement, je parle du modèle de développement tunisien, était considéré comme un exemplaire par rapport aux pays de l'Afrique. Aujourd'hui, on voit que la croissance économique à 2 chiffres se fait en Afrique aujourd'hui. Au Nigeria. Donc, voilà, je ne parle pas de l'Afrique du Sud, bien sûr. Avant, on parlait que le continent africain marche avec sa tête et ses pieds. Aujourd'hui, c'est tout le continent qui marche. Donc, nous avons de la vraie croissance économique. C'est là la véritable croissance économique. Et l'accès des Tunisiens à ces marchés est aussi important, et les relations qu'on a avec les pays africains et l'ouverture vers les pays africains, c'est très important. Le Maroc est-ce qu'il y a des Marocains ici d'abord, hein? Le Maroc était véritablement a bien profité de cette position. Et lorsqu'elle a fait son forum économique mondial, j'ouvre juste une parenthèse, lorsqu'elle a fait son forum économique, il a fait en Côte d'Ivoire, me semble-t-il, mais c'était une vraie réussite. Le Maroc faisait son forum économique en Côte d'Ivoire. Absolument. 3 Boeing se sont déplacés. 600 hommes d'affaires se sont déplacés avec le roi. Hein, c'est véritablement, et ce qu'on voit sur certains aspects, notamment dans le domaine banquier ou autre, financier ou autre, qu'il est en train de grignoter dans le marché africain. Donc, à nous de trouver dans ce lot d'atouts que permet la Tunisie, hein, notre positionnement dans le cadre de cette chaîne de valeur. Et aussi, un dernier point, c'est qu'il y a d'autres atouts. Hein, je ne parle pas de l'infrastructure électrique, je ne parle pas de l'infrastructure d'interconnexion avec les pays voisins. Mais aussi, il y a un atout sur les technologies de l'information et de la communication. Il faut absolument qu'on mette toute notre orientation, en tout cas, sur cet aspect de technologie de l'information et de la communication dont la Tunisie a suffisamment d'étapes et de pas en avance. Absolument. Donc, en fait, pour faire une transition, il faut qu'on apprenne à investir. Hein, parce qu'il y a effectivement le marché africain est juste à nos pieds et on ne sait pas encore comment l'appréhender. Apprenons à investir, apprenons à prendre des risques. Hein, c'est peut-être ça le message. Sislim, une réaction avant de donner la parole un peu à la salle pour prendre un peu l'écho de ce qu'on vient de dire et sentir si on a répondu ou pas à leurs attentes. Très rapidement, donc, si vous avez un commentaire. Oui, en fait, je commencerai par dire qui n'avance pas recule. Et qui n'avance pas recule. Donc, pendant maintenant plus que 3-4 ans, on n'a pas vraiment avancé. On a trop parlé. Et entre-temps, il y a un coût d'opportunité. Time is money. Temps, c'est de l'argent. Et on a parlé de l'Afrique. 40% de notre portefeuille frontière est en Afrique parce que c'est là où il y a de la croissance. Si j'avais à choisir une place, si on me disait il faut arrêter d'investir en Russie, il faut arrêter d'investir au Brésil, etc., une place, c'est le continent africain. Sur les 10, 20, 30 prochaines années, c'est là où il y a de la croissance. Oui, croissance à 2 chiffres, mais c'est 54, 55 pays. Hein, ça dépend si on inclut le Sahara marocain ou non. 54, 55 pays. Donc, il y a à boire et à manger. Il y en a qui ont leurs problèmes, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et c'est là où, oui, effectivement, on s'intéresse un peu plus au Maroc parce qu'ils nous ont devancés. Moi, quand j'ai bougé du monde académique au monde réel, il y a pratiquement une vingtaine d'années, mon premier job, c'était de couvrir la zone MENA dans le groupe Emerging Markets à Nomura. Et donc, je couvrais du Maroc au reste du Golfe. Eh bien, la Tunisie sortait du lot. Et j'étais très fier, en tant que Tunisien, il y a presque 20 ans, que chaque fois que j'allais au Maroc, à Romaine, à l'Ordre, Jordanie, etc., je revenais et je me disais vraiment, alhamdoulilah, Tunis, de loin. Malheureusement, une vingtaine d'années plus tard, et surtout les 10 dernières années, le Maroc nous a devancés sur plusieurs plans. Donc on a par exemple les banques comme Tijeri. Mais Tijeri, ce n'est pas l'exception à la règle.
il y a beaucoup d'autres intervenants économiques marocains. Donc, il a parlé, et je les vois quand ils viennent à Londres, c'est impressionnant. Donc, ils mettent le paquet. Donc, finalement, ça revient à l'investissement. Mais et à la prise de risque. Pardon, la prise de risque, mais l'investissement doit être accompagné par de l'action. Il faut oser, parce que ce qui frustre certainement, c'est que là, on a une opportunité historique pour bouger, pour prendre la Tunisie à une autre dimension. Parce que l'investissement veut de la croissance et veut de la rentabilité en dollars. Donc là aussi, là, je touche un petit peu sur la dépréciation et l'évaluation graduelle du dinar. Je ne sais pas, dans un monde idéal, le dinar serait flottant. En fait, déjà, qu'on casse ce tabou-là et que les investisseurs étrangers sachent à quoi s'en tenir. Parce que là, c'est un autre risque, le risque foreign exchange risk. Donc là, on ne sait pas. Le dinar, dans 3, 4, 5, 6 ans, où est-ce qu'il va? Si on le laissait flotter avec les conditions actuelles, ben, il y aura une dévalorisation de 50%. On a vu la livre égyptienne quand ils ont fait ça. Donc, il y a tellement à faire, mais il faut oser. Mais c'est pour ça qu'avec une équipe temporaire qui n'a pas la crédibilité derrière des 11 millions et demi de support, c'est très très difficile. Donc il y a beaucoup à faire en termes d'infrastructure et tout. Maintenant, en termes d'exemples de secteurs, tous les secteurs offrent des opportunités. Si je mentionne un pays comme la Thaïlande, ils ont un taux de chômage d'environ 0%. Environ 0%. Entre autres, parce qu'ils ont une éthique de travail et tout. Et pourtant, dans les nouvelles, CNN ou autres, on voit qu'ils ont des problèmes, là, hein, les militaires et tout. Mais derrière ça, il y a une économie qui marche. Les investissements directs étrangers, japonais, vietnamiens, etc. Donc, ils viennent, ils utilisent la Thaïlande, le plus grand producteur de crevettes et fruits de mer congelés. Un exemple, c'est une compagnie thaïlandaise, mais il y en a beaucoup d'autres. La corruption est un grand chantier, pareil. Donc, quand on veut investir en Tunisie, que ce soit interne ou externe, ben, il y a le problème de corruption. Par exemple, la Géorgie, ils étaient au bas du classement en termes de corruption mondiale il y a quelques années. Et un jour, ils ont changé les 10 000 environ policiers, environ 10 000, avec des 10 000 maîtrisards. Tout à coup, ils ont une force de police totalement différente. Je ne dis pas que c'est là où il y a le problème en Tunisie, mais soit à Douane ou autre marché parallèle. Donc, je ne sais pas, c'est tellement un grand chantier. Le problème, c'est que si on continue à parler, à papoter, on planifie, on ne peut pas avancer. Donc, très bien. Moi, j'aime bien cet esprit pragmatique, mais en fait, vous voyez, donc l'ampleur du chantier, c'est une approche systémique. En fait, il faut agir sur tous les facteurs en même temps, sur tous les secteurs en même temps, et sur tous les étages opérationnels, stratégiques, institutionnels. Donc, c'est vraiment un énorme travail et on aura besoin certainement de compétences tunisiennes. Donc, moi, c'est un message que je lance avant de donner le micro. Revenez au pays, même pour un service civil, rentrer dans le gouvernement, rentrer dans les entreprises publiques. C'est une manière de faire un peu, aujourd'hui, contribuer un peu à l'édifice, à la reconstruction du pays. On a besoin réellement de compétences et de gens qui peuvent venir pour un idéal. Et c'est cet idéal en commun qu'on essaie de créer ensemble avec ce genre d'événements. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires? Enfin, la première question, s'il y a un micro, donc je donne un micro. Question. Merci. Donc on va prendre 3-4 questions et on essaiera d'y répondre dans la limite donc du temps que je vous ai donné. Si on finit, donc soyez bref, présentez-vous, soyez très bref, comme ça on pourra faire 2 tours. Oui, Bessem Ben Yahya. Je m'adresse à M. Arlaïa. Vous avez parlé tout à l'heure d'un virage qui a été mal négocié aux années 80. Et donc, on se retrouve après les années 80 dans une situation difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à un nouveau virage. C'est un virage des technologies d'information et de l'informatique. En tant que résident en France ici, je vois que la Tunisie est très en retard, notamment par rapport à l'administration. Et ça, je peux poser cette question à M. Ourfeli. Mais j'espère qu'on ne va pas rater ce virage-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas le rater? Aujourd'hui, aussi bien au niveau du gouvernement, mais au niveau de la population. Les femmes ont un potentiel au niveau des jeunes qui est très fort, notamment les jeunes, ils sont presque tous connectés sur Facebook. Comment on peut faire pour essayer d'orienter ce potentiel-là vers des choses qui sont plus, on va dire, utiles à l'économie? Et notamment, ça peut commencer par les administrations en essayant d'avoir des démarches beaucoup plus informatisées, par exemple. Merci. Une autre question. Oui, bonjour, Badri Badreddine. Juste
Juste une petite question. J'ai assisté précédemment à une présentation aussi sur l'éthique, qui a l'air d'être un domaine sur lequel on voudrait se développer. Il y avait une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. C'était, on voudrait devenir un centre d'excellence. Quel est le centre d'excellence sur lequel la Tunisie voudrait se positionner? Et en particulier, quel est le budget qu'on voudrait allouer à l'innovation? Il faut prendre des risques. Ça va être sur l'innovation certainement. On ne va pas pouvoir traiter tous les domaines. Est-ce qu'on a une idée de ce vers quoi on s'oriente? Merci. Troisième, bonjour, Jabir Chebi. Donc ma question, c'est pour le ministre de l'économie. Bon, j'ai beaucoup entendu des différents points qui ont été développés, mais il y a deux choses qui sont importantes donc, pour moi. Donc la première, c'est lorsqu'on entend beaucoup parler, mais on ne voit pas agir. Et un gouvernement, il n'est pas là pour présenter les secteurs de développement. Ça, c'est les investisseurs, c'est leur rôle. Mais par contre, c'est de faire des vraies réformes. On entend beaucoup parler, mais il n'y a aucune réforme aujourd'hui. Juste un exemple, le tourisme. On est où du Open Sky? Aujourd'hui, c'est primordial donc, sur l'Open Sky. L'Afrique, où sont les réformes qui doivent être faites en Afrique, qui développent l'investissement? Les groupes d'investisseurs donc, qui n'investissent pratiquement pas. Donc, c'est des marchés qui se fait justement donc, avancer par beaucoup d'autres pays. Et malheureusement aujourd'hui, donc, on attend des réformes, on n'a toujours rien. Merci. Merci pour cette question. Allez, on va prendre encore une quatrième. Voilà. Allez, encore deux. On a le temps. Je ne sais pas, il y a quelqu'un parmi les intervenants qui a dit que... il y a un intervenant qui a évoqué que l'agriculture, c'est un secteur qui a faible valeur ajoutée. Et je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ce secteur ne reste pas un secteur à faible valeur ajoutée et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer ce secteur? Très bien. Allez, donc, une cinquième question, courte aussi, ça va nous aider. Bonjour, Ahmed Charksi. En fait, je rebondis sur le point des réformes. Vous avez parlé des réformes des investissements et tout. Par contre, on n'a pas entendu parler des réformes au niveau bancaire. On sait très bien, investissement, c'est de l'argent. Investissement, ce sont des crédits. Par contre, on n'a jamais entendu parler en Tunisie des réformes bancaires, des réformes d'investissement. Même pour les banques d'investissement et tout, on n'a jamais entendu parler de banques d'investissement qui sont capables de financer de grands projets. Du coup, est-ce que ce gouvernement, est-ce qu'il est en train de faire ces réformes-là ou c'est quoi la situation de la Tunisie à ce stade-là? Très bien, merci beaucoup. On va essayer de vous éclairer par rapport à ces questions qui s'articulent autour du virage technologique, le centre d'excellence, donc s'il y en avait un, quel serait ce centre d'excellence, le passage à l'action, donc les réformes en cours, notamment celles qui permettront d'aller en Afrique, comme l'Open Sky, l'agriculture, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'agriculture pour renforcer l'agriculture et l'intégration peut-être de l'agriculture dans des chaînes de valeur mondiales, et la réforme du secteur financier plus en général et bancaire en particulier. Voilà. Donc je laisse Sinédal peut-être engager quelques éléments puisqu'il relève beaucoup plus de la vision politique et on donnera bien sûr à Sislim et à Siheshmi l'occasion de donner leur avis. Merci. Très bien. Très bien. Merci pour l'ensemble des questions véritablement pertinentes. Je vais répondre par rapport au centre d'excellence. C'est vrai, donc les centres d'excellence, vous voyez en France, il y a, je pense c'est une question qui m'est parvenue la première, il y a beaucoup de centres d'excellence, on avait les EDEX, il y a l'ABEX, il y a les pôles de compétitivité, donc tout ça c'est à construire. En ce qui me concerne, je vous réponds, mais c'est en cours d'étude. Un centre d'excellence, pour moi, ça pourrait être aussi une plateforme plutôt qu'un centre d'excellence dans le domaine des énergies. Et je peux vous dire pourquoi dans le domaine de l'énergie. C'est pas parce qu'effectivement
je viens du domaine de l'énergie, mais où on a véritablement de la valeur ajoutée, où on a véritablement, je dirais, un couplage avec les technologies de l'information et de la communication, on a de la compétence, on est bien interconnecté, nous avons un réseau stable, nous avons beaucoup de difficultés dans le domaine énergétique en Tunisie en termes de ressources. Nous sommes bien interconnectés avec nos pays voisins, nous sommes bien interconnectés avec l'Europe via l'Italie. Viendra un gros projet, c'est de l'interconnexion électrique aussi. Donc véritablement, je trouve qu'on a les prémices, mais sans aller plus loin, on a les prémices d'une bonne plateforme, d'un hub dans le domaine énergétique. Hein. Ça c'est en ce qui concerne la première question. En ce qui concerne que vous attendez toujours et vous n'avez rien jusqu'à aujourd'hui, ça ne se pose pas question comme ça malheureusement dans le domaine politique. Dans le domaine politique, c'est que malgré que ce gouvernement a une période très très courte, il préfère plutôt faire des actions concrètes que de s'engager dans des paroles. Ces actions concrètes sont les suivantes. Il y a eu les 2 premiers mois et malgré la situation difficile, cher monsieur, auquel passe aujourd'hui notre économie. Vous savez, je rebondis juste sur un point. Parmi les chocs, véritablement, parmi les chocs les plus forts aujourd'hui, ces 2 dernières années, dans le domaine économique, c'est quoi? Vous parlez à un investisseur, vous lui dites « Ok, je mets en place la guillotine administrative, c'est-à-dire je simplifie, je mets en place un guichet unique, je mets en place des réformes juridiques, je mets tout ce que vous voulez en place, mais quel était le plus choc aujourd'hui ?» C'est que le choc aujourd'hui était essentiellement l'arrêt pendant 3 jours vous n'avez pas le fond d'écran, du port de Rades. D'accord ? Pendant 3 jours, le port a été arrêté. J'étais en visite la semaine dernière dans une entreprise, c'est un industriel qui travaille dans le domaine de l'aéronautique. Le gros problème, c'est quoi ? Lui, il fait de la production des petites pièces de 10 € qui coûtent 10 €. D'accord ? Mais elles doivent arriver en Allemagne à exactement à un temps, et là les investisseurs, les industriels peuvent en témoigner, à un temps bien déterminé. Au minimum de décalage de l'arrivée de la production, c'est une amende importante. Donc, pour une pièce de 10 €, il paye une amende par jour autour de 350 000 €. Vous voyez, c'est ça la difficulté auquel aujourd'hui navigue, je dirais d'une manière générale, le paysage politique, c'est qu'on doit prendre conscience que le modèle social doit aussi évoluer. En ce qui concerne les réformes, vous en avez cité une réforme très importante, mais vous savez, les réformes ne sont pas uniquement écrites sur des cahiers ou sur des rapports et remises. C'est en négociation. Par rapport à l'Open Sky, c'est en négociation avec l'Union européenne. Et nous sommes le ministère du Transport qui mène cette discussion, cette négociation. Nous sommes au 2e round de négociation. Et en ce qui me concerne, moi particulièrement, effectivement, que je pense que c'est la bonne direction de se mettre, d'avoir réformé ou d'ouvrir un petit peu notre ciel, l'Open Sky. Notamment, ça va aider dans le domaine du tourisme et ça va aider même la compagnie nationale. Ça va l'aider. Parce qu'on a beaucoup, c'est vrai aujourd'hui, des entreprises publiques, notamment tunisiennes, qui souffrent. Et ça pourrait créer de la compétitivité. Ce n'est pas en licenciement, mais par contre, on trouvera véritablement des gisements d'emploi pour des Tunisiens spécialisés dans le domaine de l'aviation civile ou autre. Donc, on va vers l'Open Sky. Je pense qu'on va y aller d'une manière progressive au début. On va en Open Sky partiel sur des aéroports bien déterminés, tels comme Fida ou Mestir et Jerba. Et je pense qu'à moyen terme, ou en tout cas dans les 2-3 années qui viennent, on va vers l'Open Sky véritablement sur l'ouverture du ciel. Pour l'ensemble des réformes, je vais vous le dire clairement, en ce qui concerne ce gouvernement, il mène en place 4 réformes importantes, au-delà de la réforme de l'Open Sky. La première, c'est en ce qui concerne, c'est pas moi qui le dis ça, mais c'est Alaya, il peut le dire, c'est que depuis je ne sais pas combien de décennies, on parle de réforme de système bancaire. Récemment, je pense il y a un mois ou 2, le ministère des Finances ainsi que la Banque centrale de Tunisie ont engagé, je pense lors de la dernière rencontre lors de la présence du chef de gouvernement à la conférence de la TUJ, et l'on a parlé d'une façon rapide, c'est qu'il y a en tout cas engagement
une présentation de cette réforme bancaire qui s'articule autour de 4 points, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui d'en parler, d'autant plus que je pense que Jalloul Ayed ce matin était dans un atelier sur la réforme du secteur bancaire. Donc la réforme est engagée. Maintenant, les résultats escomptés ou les objectifs de cette réforme sont clairs, mais en tout cas, la réforme est engagée aujourd'hui et on n'attend pas. Ça, c'est ce qui se dit dans les médias. On n'attend pas l'audit des 3 banques, malgré qu'on a aujourd'hui presque finalisé les 3, mais on n'attend pas l'audit des 3 banques pour pouvoir effectuer des réformes. Les réformes sont déjà engagées. Deuxième réforme importante qui est menée aujourd'hui, dont on ne parle pas beaucoup, mais par contre, ça va se sentir au niveau concrètement, c'est la réforme liée à la compensation énergétique. Vous savez, l'un des problèmes aujourd'hui du budget de l'État ou des finances publiques, c'est la subvention dans le domaine de l'énergie. Donc c'est une réforme qui a été engagée, d'autant plus que c'est des engagements vis-à-vis à nos bailleurs internationaux. Donc on va dans le cadre de réforme de la compensation, et cette réforme de la compensation, c'est tout simplement basé sur le principe d'orienter cette subvention vers les plus nécessiteux. Vous savez, aujourd'hui, la compensation, ça sert à quoi essentiellement? Ça sert à celui qui consomme plus, d'en avoir plus de subventions. C'est un peu le principe de la subvention jusqu'à aujourd'hui. Par contre, il faut couper avec ce principe. Et ce qui s'est fait récemment, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu levée totale de la subvention sur les ciments en Tunisie. Et ça, ce n'est pas facile donc jusqu'à aujourd'hui. Et comment ça se sent sur le terrain? Je vous donne juste un exemple. L'année dernière, un shkart semaine coûtait en période de pointe, c'est-à-dire à partir du mois d'avril. C'est très important. Le ciment, à peu près, totalise 80% de subventions énergétiques. C'est que de l'énergie. Il brûle n'importe quoi pour sortir du calcaire, en gros, pour sortir du ciment. Donc, il utilisait la source énergétique la plus subventionnée, qui est le gaz naturel, et l'électricité derrière, subventionner le gaz à 65% et 50% dans l'électricité, pour produire du ciment. Et en plus, le ciment, on le trouve dans les pays voisins, dans certains pays qui sont dans des situations énergétiques plus confortables que nous, et 2, le citoyen lambda, malgré que le ciment il est vendu en principe à 5 dinars 800, il se trouve à 11, 12, 13 dinars, voire même 14 dinars donc sur le marché. Donc cette année, lorsqu'on a supprimé totalement la subvention, il y a eu, c'est vrai, un travail un peu important avec l'industrie du ciment particulièrement, mais cette réforme s'engage aussi pour toute l'industrie des matériaux de construction, de verrerie et de céramique, tous les gros consommateurs. On a ouvert, d'une part, on a levé de la subvention, et d'autre part, on a ouvert le marché, libéralisé le marché en interne et a donné la priorité, c'est-à-dire au marché local. On se trouve avec aujourd'hui dont je vous parle, un ciment autour de 6 à 7 dinars à peu près. Donc ça fait véritablement une avancée intéressante, et on va continuer dans le domaine de l'électricité, dans le domaine du gaz, mais dans le domaine aussi industriel, et cela va fasciner notre politique industrielle d'avenir, cette réforme de la compensation. Une troisième réforme importante, c'est la réforme des entreprises publiques. Il y a un travail qui est mené aujourd'hui, presque finalisé au niveau du ministère du Transport, sur la réforme des entreprises publiques. Vous savez, les entreprises publiques souffrent aujourd'hui, souffrent essentiellement parce que c'est une marge. Ces 3 dernières années, nous avons une masse salariale très importante, qui est tirée vers le bas, avec une productivité qui reste très très faible. On ne produit pas. Et avec une masse salariale très importante, donc se trouve dans des situations très difficiles. Et ce gouvernement a décidé de ne subventionner et de n'aider aucune entreprise publique. Et ça, c'est une décision quand même relativement courageuse à mon sens, dans le sens où le soutien et l'aide des entreprises publiques se fera avec des engagements côté entreprise publique et des contrats en fait de performance avec ces entreprises publiques. Et il y a tout un travail qui a été engagé. Et puis en dernier lieu, donc en termes de l'ensemble de ces points, vous savez que effectivement on voulait bien faire des réformes. On pousse véritablement vers des réformes, mais nous avons un contexte sociopolitique assez particulier aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons engagé le dialogue économique national, où, pour la première fois quand même, il y a les syndicats, les patronats,
les acteurs économiques ainsi que le représentation de la société civile et le gouvernement qui discutent autour de deux étapes. La première étape, ce qui concerne les actions concrètes aujourd'hui à mener dans le cadre des lois de finances complémentaires ou lois de finances de 2015 pour la relance économique, et il y a une deuxième étape de continuer pour façonner avec les réformes structurelles dans le domaine économique pour avoir effectivement l'objectif, c'est de relancer la croissance économique. Voilà en gros, et il faut dire que tout le monde joue le jeu aujourd'hui. C'est vrai, il y a des tiraillements, c'est tout à fait normal, nous sommes en phase électorale, voire même un peu plus, mais en tout cas, tout le monde se trouve autour d'une table pour en discuter aujourd'hui. Excellent, merci beaucoup. Donc je pense que vous avez eu pratiquement 90% des réponses. Culture, c'est vrai, c'est moi qui est intervenu sur l'agriculture. Vous savez, cette année, Inch'Allah, cet été, on aura presque la saison, mais il y a des spécialistes ici, je pense, la saison vraiment record pour la Tunisie, hein, véritablement, et notamment en matière céréalière, nous atteignons en principe vers les 18 millions de tonnes quand même, donc c'est très important. Je vous donne juste un exemple, l'année 22 millions de tonnes, voilà. Donc 22 millions de tonnes, c'est ce qui a été estimé. Mais vous savez, les incendies récemment a diminué à peu près absolument. Donc on est entre 18 et 19 millions de tonnes. Nous avons des incendies, nous avons des intempéries récemment au mois de début juin qui étaient un peu catastrophiques. On a, par exemple, juste je donne un exemple, pour le gouvernorat de Silienne, 8000 hectares qui sont partis. 8000 hectares qui sont partis. Bref, nous avons, l'année dernière, on était autour de 8-9 millions de tonnes. Cette année, nous avons des records. Mais par contre, pourquoi nous avons une agriculture qui est à faible valeur ajoutée? Parce que nous avons 90% de notre agriculture qui est une agriculture artisanale familiale. C'est ça. Et donc, pour redresser cela, il faut absolument aller vers les chaînes de valeur, vers l'automatisme dans le domaine de l'agriculture, vers vraiment de l'industrialisation de l'agriculture. 80%, voire 85% de notre agriculture est aujourd'hui artisanale familiale. Très bien, donc merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner... Je voudrais prendre 3 dernières questions parce que le temps commence à être un peu court. Essayez d'être très très bref et je laisserai Silehmi et Sislim réagir parce que je pense qu'il y a encore un point sur le virage technologique. J'aimerais bien qu'on y revienne dessus. Et éventuellement, si les intervenants souhaitent donner un avis aussi par rapport à des choses qu'on doit faire maintenant pour pouvoir engager des réformes visibles. Pardon. Donc alors, bonjour, vous vous présentez. Je m'appelle Sami Bentraya. Je vais poser ma question à M. Nidal Ouefeli concernant, surtout, on a bien parlé de l'économie, des réformes, des chiffres, mais je tiens à nuancer cela par le fait que le PIB tunisien, 40%, voire 50% de PIB tunisien, c'est de l'économie parallèle, l'économie souterraine. Donc, sachant que cette question, elle touche directement à la question sécuritaire, à la question économique, fiscale, infrastructure, quel est le plan du gouvernement pour lutter contre ce fléau à court terme et à moyen et long terme? Très bien, merci. Une question ici. Oui, il s'agit donc fait d'un témoignage vécu sur le terrain. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Khaled Mhiri. Voilà, et vous posez une question, s'il vous plaît. Donc, une entreprise créée à la fin 2013 dans la logistique d'un investissement de 500 000 dinars n'est pas encore aujourd'hui, au mois de juin 2014, capable d'exercer. Il y a des autorisations au niveau de diverses administrations. On commence par la protection civile. On annonce à date d'aujourd'hui un délai de 10 mois pour pouvoir traiter une demande de Shahadat Wiqaya, tout simplement. Donc, M. Ouefeli, vous annonciez cette semaine la création d'une cellule d'assistance aux investisseurs. Je voudrais, si possible, un rendez-vous. Merci. Très bien, merci. C'est pas une question. Une question. Une dernière maintenant, vraiment la dernière. Bonjour, Tarek Bassida. Ma question, c'est à M. Alay, qui avait dit tout à l'heure que 80% des investissements directs étrangers, c'était pour le secteur d'énergie. Donc je me demandais qu'apporte ce secteur d'exploitation énergétique à la Tunisie. On parle d'une situation où on est très déficitaire, il faut subventionner, etc. Mais ces ressources, ils partent où? C'est très étonnant. On a parlé de scandales de contrats absolument avantageux pour des entreprises. En fait, je ne comprends pas. Je voudrais poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces ressources énergétiques? Merci. Excellent, merci beaucoup.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Silheshmi commencer, Sislim rebondir, et le mot de la fin à Sénidal, parce que je pense qu'il aura à reboucler avec la politique énergétique qui a l'air de préoccuper beaucoup nos ingénieurs à TUG1. Silheshmi, vous avez une question qui vous est adressée à vous, mais je pense que vous pouvez aussi rebondir sur d'autres questions par rapport à l'agriculture, par exemple, si vous voulez. Hein. Oui, mais pour la bonne règle, il y avait aussi une question sur les nouvelles technologies. Oui, le virage technologique, absolument. Oui, effectivement, oui. Bon, très rapidement, s'agissant des nouvelles technologies, je dois dire que la Tunisie a depuis longtemps largement investi dans ce secteur. Et honnêtement, on ne peut pas dire que l'on a raté la révolution technologique. Ça ne veut pas dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Au contraire, si effectivement les nouvelles technologies ont envahi le champ social, les jeunes, le Tunisien, la société civile, pour eux maintenant, Internet, Facebook, l'ordinateur, les tablettes et autre chose, c'est quelque chose de très courant et de très commun. Et même les tout jeunes maintenant apprennent cela dès leur plus jeune âge. Par contre, notre grand problème, c'est que cet investissement des nouvelles technologies s'est fait à une époque où, d'un côté, on voulait encourager les nouvelles technologies, mais de l'autre côté, on voulait les contrôler et les maîtriser, c'est ce qui est contradictoire. Le résultat est que on a énormément investi, par exemple, dans les administrations pour développer ce que l'on appelle le e-administration, mais dans la mesure où il y avait un système de contrôle très lourd, dans la mesure où il y avait énormément d'aspects jugés sensibles, tout ce qui a été fait dans ce secteur-là est resté partiel, parcellaire, et donc ne répondant pas véritablement aux besoins des utilisateurs. Par exemple, si vous voulez aujourd'hui payer, votre taxe ou votre impôt via Internet, théoriquement c'est possible, ça existe. Toute la procédure existe. En pratique, c'est un chemin de croix et pratiquement impraticable. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de blocages qui tiennent justement aux survivances de cet ancien système. La même chose au niveau du secteur des entreprises, qui à mon avis est le secteur le plus important. Les entreprises tunisiennes n'ont guère investi, elles n'y ont guère cru d'ailleurs. Elles n'ont pas du tout investi dans les nouvelles technologies. Sachez qu'à l'heure actuelle, selon les statistiques officielles de la Tunisie, on a quelque chose comme 5 000, 6 000 sites web sur un tissu industriel qui compte, c'est pas la peine d'aller, disons, au moins 100 000 entreprises ayant quand même une taille assez conséquente pour justifier la mise en place d'un site web. 4 000, 5 000, 6 000 sites web, c'est rien du tout. Si vous regardez les paiements via Internet, pas les paiements électroniques, si vous regardez quels sont les sites de commerce électronique, tout cela existe, mais le développement est insuffisant. Par contre, à ce niveau-là, moi je voudrais réagir en vous posant à vous une question. Et cette question est la suivante. Vous permettez, Monsieur le Président, oui, je profite du fait que j'ai en face de moi des jeunes brillants pour leur soumettre le problème suivant. Je dirige depuis maintenant à peu près 8 ans un jury de très grande envergure avec des personnalités archi-connues qui n'a rien de politique, qui n'a rien de public. C'est une opération qui est entièrement sponsorisée par le secteur privé. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes et qui, en gros, leur dire, écoutez, faites preuve d'inventivité, faites preuve d'imagination, soumettez-nous votre projet. Nous allons l'examiner et les bons projets, nous allons les primer et nous allons accorder une prime qui quand même est conséquente pour la Tunisie, 10 000 dinars. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans les arts, la culture, les sciences, technologie, management, business, entrepreneuriat, etc., etc. N'importe quel domaine. Dites-nous ce que vous avez. Et en plus, ceux qui sont nominés dans ce challenge ont derrière eux une banque qui est prête pour financer leur projet, deux yeux, des hommes d'affaires, dont certains d'ailleurs sont installés ici en France et ont développé leurs affaires en France, qui sont prêts à les parrainer, à les épauler, à les accompagner jusqu'à ce qu'ils terminent leur projet.
Bon, je vous dis cela très rapidement. Quel est le bilan 8 années plus tard? Eh bien, le nombre de jeunes, parce que le concours s'adresse uniquement aux jeunes, l'âge maximum 35 ans. Le nombre de jeunes qui participent à ce concours est très faible. Bon an, mal an, on a quelque chose comme 400 à 500 jeunes qui s'inscrivent, aussi bien de Tunisie que de France ou du Canada ou d'autres pays. Deuxièmement, sur les 400 à 500 qui s'inscrivent, seulement une bonne centaine maximum finissent à la fin par nous livrer réellement un projet. C'est-à-dire que les autres disent oui, nous voulons participer, mais pendant le parcours, ils renoncent. 100 maximum, 100 jeunes Tunisiens qui participent à ce challenge, qui, je le répète, n'a rien de public, n'a rien de politique. Le jury, c'est des personnalités archi-connues. Il y a un site web d'ailleurs qui est dédié. Ce sont des gens connus pour leur science, pour leur intégrité et pour leur objectivité. Seulement le critère de la compétence et de l'excellence qui prime. Alors ma question est, qu'est-ce qui se passe? Où est la jeunesse tunisienne qui réellement veut entreprendre, veut créer, qui n'arrête pas de gueuler à longueur de journée, on veut de l'aide, on veut des encouragements, on veut. Où est-ce qu'elle est? Alors il y a un espace pour les startups justement que je vous invite à visiter tout à l'heure. On ira certainement ensemble parce que ce point m'intéresse aussi. Il y a une compétition aussi au niveau de la TUJ qui s'appelle Adventure et il y aura une distribution de prix tout à l'heure. Donc ça sera une occasion de voir peut-être une autre catégorie de risk-takers ou d'entrepreneurs. Sislim, quelle est votre réaction par rapport aux dernières questions, notamment les IDE? Est-ce que l'énergie, c'est un domaine dans lequel vous investissez? Est-ce que vous pensez que ça peut être un bon vecteur d'attractivité pour le capital risqueur ou les private equity? Moi, je suis toujours de l'avis qu'il faut diversifier. Il ne faut jamais mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, je suis de l'avis qu'il faut tout essayer. Même l'approche private equity, quand tu as un portefeuille de 10 projets, ce n'est pas les 10 qui vont cartonner. Et c'est pour ça que je suis toujours contre focaliser sur un seul truc. Je suis également de l'avis qu'il ne faut pas réinventer la roue. Donc, il faut voir les success stories qui sont passés à Singapour, Dubaï, les îles Maurice, etc. Et voir en fait ce qui a marché et essayer d'encourager ça en Tunisie. Donc, pour moi, tout secteur confondu, secteur de la santé, secteur de l'agriculture, agriculture à haute valeur ajoutée, l'éducation, tout ça. Et il y a un autre exemple, par exemple le low-cost housing. J'ai vu ça au Mexique, au Maroc, une compagnie comme Doha au Maroc, ils ont fait exactement ce qui s'est passé au Mexique. Ils n'ont pas réinventé la roue. Donc il faut voir ce qui se passe ailleurs. Et en fait, on peut le répliquer en Tunisie dans le secteur privé. Donc quand on parle du secteur public ou gouvernement, moi je suis de l'avis qu'il ne faut pas limiter les encouragements. Je suis de l'avis que le secteur de l'énergie renouvelable et tout, on a un avantage comparatif énorme, vu le soleil, entre autres, qu'on a. Par exemple, je sais qu'il y a des entreprises qui essaient de développer l'énergie solaire au sud de la Tunisie. Donc voilà, en général, je reste optimiste, mais il faut également être réaliste. Et je suis de l'avis qu'il faut avancer. Et il ne faut pas attendre à essayer de tout faire. Et donc, quand j'entends un exemple de Khaled Miri là, qui dit qu'il essaie de faire un truc dans la logistique, c'est le grand problème de pays comme l'Afrique du Sud et du Brésil. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à bouger à des taux de croissance de 6, 7 et 8%. Ils restent à des niveaux de 2%. Donc pareil, en Tunisie, le secteur de la logistique, l'infrastructure, c'est des trucs qu'il faut encourager énormément. Et là, c'est là où le gouvernement arrive. On peut faire du PPP, mais bon, le gouvernement doit aider. Maintenant, je ne dis pas que ce gouvernement, parce que ce gouvernement, non plus, il n'a pas une baguette magique pour faire des choses sur une horizon de 10 ans, parce que c'est caretaker government also. Donc voilà. Très bien, merci. Donc en fait, voilà, on arrive peut-être là à la conclusion. L'ingénierie de ce reformatage ou de cette restructuration sectorielle, en quelques mots, si on veut être bref. Oui, je vais essayer d'être bref, mais par contre, permettez-moi, monsieur le modérateur, c'est qu'il y a des questions très importantes qui ont été posées, notamment sur l'économie parallèle ou l'économie, donc effectivement l'économie parallèle, et puis sur l'énergie. Je voudrais d'abord
vous remercier et vous annoncer effectivement qu'il y a une conférence qui devrait avoir lieu en automne 2014. C'est une conférence co-présidée par la Tunisie et la France. L'objectif, c'est de donner les grands projets structurants de la Tunisie et de l'ouvrir au financement. Donc, nous œuvrons aujourd'hui. Il y a eu même une demande en collaboration avec la TUJ France bien sûr, d'avoir, je dirais, les bonnes compétences pour aider ce gouvernement, pour aider notre gouvernement à présenter. C'est une approche, véritablement une approche projet. C'est pas une approche de réforme. C'est pas une approche de modèle économique. Non, bien au contraire. C'est l'idée de mettre sur la table, lors de la conférence, lors de cette initiative, je dirais une dizaine de projets, une quinzaine au plus de projets, mais de projets structurants pour l'économie tunisienne dans le domaine de logistique, dans le domaine de technologie de l'information et de la communication, dans le domaine d'infrastructure, véritablement pour les présenter aux bailleurs de fonds, sachant que, et ça c'est, j'en témoigne et je voudrais vous transmettre ce message, qu'il y a un angle, il y a une fenêtre qui est relativement ouverte aujourd'hui. Je parle avec vous, malgré... Tout à l'heure, on m'a interpellé sur le côté officiel et que parfois, là même en étant officiel, on parle d'une manière claire et directe. C'est qu'il y a une fenêtre qui aujourd'hui, pour la Tunisie, est ouverte. En termes de relations internationales, en termes de coopération, en termes de confiance des bailleurs de fonds et des institutions internationales pour, vous voyez le FMI, vous voyez la Banque mondiale, l'Union européenne et j'en cite d'autres, qui sont aujourd'hui prêts à investir en Tunisie. Donc il y a cette fenêtre qui est encore relativement ouverte. Mais, pour être pragmatique avec vous et concret, cette fenêtre est en train aujourd'hui de se fermer. C'est ce qui s'est passé en 2011. Juste après donc, les événements, cette fenêtre était grande ouverte. Mais après, bien sûr, si on est, voilà, ça se ferme assez rapidement. Aujourd'hui, il y a une fenêtre relativement ouverte en termes d'investissement, en termes de financement, et on souhaiterait profiter de cette ouverture pour pousser au maximum et apporter une certaine réforme. Je reviens juste sur un point, et d'où on a besoin de vous, d'où on a besoin véritablement des compétences qui sont en Tunisie, mais aussi qui sont à l'international. Par rapport à votre question concernant l'économie parallèle, effectivement, l'économie parallèle est un vrai problème en Tunisie. D'autant plus que l'économie parallèle a été liée, et maintenant on le sait très bien, que c'est lié aussi aux questions liées au terrorisme. Donc on a un lien direct entre cette économie parallèle et donc le terrorisme en Tunisie. Je pousse encore, on a fait une visite au niveau des frontières avec la Libye, croyant au début que c'est l'économie parallèle qui part à travers les DMAX, les 404 bâchés ou autres venant des sites isolés. Bien au contraire, cette économie parallèle transite par les voies officielles qui sont les portes et les frontières tunisiennes. Donc, parfois le scanner marche, parfois le scanner ne marche pas. Je vous laisse un peu en déduire après. Donc, vraiment, véritablement, un vrai problème aujourd'hui, l'économie parallèle. L'économie parallèle qui est en train vraiment de grignoter sur la compétitivité et la productivité de nos entreprises publiques, voire même les privées, et c'est un véritable problème. Je rajoute un point, c'est que lorsqu'on dit en Tunisie qu'il y a des difficultés financières, certes l'État au niveau de la trésorerie a des difficultés, mais si on voit l'argent qui se trouve c'est très important donc, comme somme. Par conséquent, dans la loi de finances complémentaire qu'on est en train de valider aujourd'hui, il y a, je dirais, un premier pas. C'est pas la roue qu'on va innover. Il y a un premier pas qui est comment aujourd'hui intégrer une partie de cette économie parallèle dans notre économie, notamment à travers de l'application ferme de la loi. Il y a certains domaines où c'est quasiment interdit et on va appliquer la loi, mais vous savez, ça demande des efforts de sécurité importants. Notre appareil sécuritaire est tellement tiraillé au niveau des frontières, tiraillé au niveau de la protection civile, tiraillé au niveau de lutte contre ce terrorisme, mais en tout cas, il faut absolument appliquer la loi ferme d'une manière claire, ça c'est important, mais aussi inciter à il y a une application de la loi, par exemple, on va la prendre, c'est une action que je vous livre là, la primauté, c'est qu'on va aller même appliquer la confiscation pour le muharbin et ceux qui font un peu beaucoup de l'économie parallèle. Ils sont identifiés aujourd'hui. D'un jour au lendemain, ces gens n'investissent pas dans l'économie, mais par contre, ils sont en train d'acheter des biens et particulièrement de l'immobilier. Donc, il y a une réflexion aujourd'hui dans le cadre de la loi de finances complémentaire de mettre en place
ne pas mettre en place, mais en tout cas appliquer la loi, parce que la confiscation, c'est une loi, c'est d'avoir la confiscation sur les biens de ces personnes. Et il y a aussi d'autres incitations à ce que ces gens-là intègrent l'économie réelle, l'économie tunisienne. Néanmoins, on leur donne, par exemple, un délai de suspendre tout redressement ou suspendre tout contrôle fiscal. Il y a actuellement quelques réflexions sur véritablement comment intégrer cette économie parallèle. Je termine par l'énergie. Écoutez, je pense que je suis en face véritablement des ingénieurs et des compétences tunisiennes. Il ne faut pas croire, et je suis direct avec vous, à tout ce qu'on dit dans les journaux et dans les médias. Hein. Ce qu'on parle aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, c'est honteux pour la Tunisie. Vous savez ce qui s'est passé derrière récemment suite à cet dénigrement dans le domaine de l'énergie, c'est que depuis janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui, aucune entreprise n'a manifesté son intérêt de venir en Tunisie investir dans le domaine de l'énergie. Et deuxièmement, tous les investisseurs qui sont aujourd'hui dans le domaine de forage et dans le domaine de l'exploitation veulent sortir. Les grandes entreprises, je cite Bridgegaz, je cite Eni, je cite Enel. Tous ce petit monde-là sont en train aujourd'hui de réfléchir. On a aussi un exemple ici. Hein. Tout ce petit monde sont en train aujourd'hui tout simplement de vouloir quitter la Tunisie. Et parce qu'il y a un acharnement contre cette énergie. Je suis entièrement d'accord de dire qu'il faut véritablement revoir le code de l'énergie, hein, qui gère un peu les lois dans le domaine de l'énergie. En ce qui concerne l'exploitation, en ce qui concerne les recherches, je suis entièrement d'accord qu'il faut l'actualiser. Ce code date des années 90, il faut absolument l'actualiser. En plus, on a une confusion entre l'application de décret 89.9 et le code actuel. Il y a des entreprises qui sont restées, qui ont bénéficié des avantages, le fait qu'il n'y avait pas le code des hydrocarbures, et continuent à en bénéficier aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord de dire aujourd'hui qu'il faut revoir les lois en ce qui concerne l'énergie, mais par contre, il faut être véritablement très très prudent. Je vous ai dit, zéro forage ces 6 premiers mois, zéro forage. Nous avons une production aujourd'hui qui est au bas de son record, autour de 55 000 barils jour. On était à 67 000 l'année dernière. 12 000 barils jour au moins cette année. Hein. Et troisième point, je vous invite à aller voir le code. Le code pour ce qui concerne toute entreprise étrangère qui font de la recherche, l'exploitation du pétrole et du gaz, je parle essentiellement du pétrole et du gaz, il y a 3 points importants. Il y a une question sur la fiscalité. On a une bonne partie, je voudrais après les chiffres, une bonne partie de la fiscalité tunisienne aujourd'hui, de trésor, vient absolument des sociétés, des entreprises énergétiques qui se trouvent en Tunisie. On a 3 points dans le code. On a d'abord la redevance. C'est-à-dire sur tout forage, sur toute quantité donnée, il y a une certaine redevance qui est de l'ordre de 20% donnée à l'État gratuitement. Deuxième point qu'on a aujourd'hui, c'est la fiscalité. On a une des fiscalités les plus importantes possibles. Si on compare par rapport à d'autres pays, bien sûr, il ne faut pas comparer à l'Algérie ou il ne faut pas comparer à la Libye. Nous ne sommes pas des pays producteurs de pétrole et de gaz. Donc, comparant par rapport à d'autres pays qui sont de notre situation, nous avons la fiscalité la plus importante aujourd'hui. Et puis, troisième point dans le code, c'est que nous avons, dans le code, oblige dans chaque puits, que ce soit de gaz ou de pétrole, de prendre 20% de la production produite dans le pétrole et du gaz à 10% moins cher par rapport à l'international. Donc on a 3 points qui sont importants, la redevance, la fiscalité et puis la réduction en termes de prix sur les quantités produites. Et ces 3 points nous ramènent, et je vous donne les chiffres exacts, mais on pourra en discuter après longuement, je vous donne, ça rapporte pour l'État tunisien, pour chaque puits fourré, que ce soit dans le domaine du pétrole et du gaz, entre 62% et 85% revient à l'État tunisien. Je vous donne un exemple et je termine. El Borma, que vous connaissez très bien, c'est un champ qui est développé avec l'ENI, hein, El Borma rapporte à l'État, c'est-à-dire 85% de la production d'Al Borma revient à l'État. Est-ce que par rapport à un industriel qui vient investir en Tunisie, acceptera-t-il aujourd'hui de laisser 85% comme ça? Donc il faut faire véritablement très attention, ça en ce qui concerne l'énergie, parce que c'est une question importante. Enfin, je termine pour véritablement, encore une fois, vous remercier de m'avoir invité d'abord et de voir participer, un honneur pour moi de participer avec vous à cette rencontre, et vous aussi
de vous inciter véritablement, parce que le pays a besoin de vous, la Tunisie a besoin de vous, et il faut essayer vraiment, au-delà des questions qui sont liées aux politiques, aux questions qui sont liées à cette période de transition, d'apporter une véritable valeur ajoutée à notre pays. Merci beaucoup. Donc vous voyez, on est encore au début. Il y a beaucoup de chantiers ouverts en Tunisie et ils n'attendent que l'implication. Si vous voulez faire entendre votre voix, la seule manière, c'est d'y aller. Je voudrais rappeler une phrase qui a été dite il y a 2 jours seulement au Forum de l'investissement de Tunis, qui a connu un succès fou. La Tunisie is a can-do nation, donc une nation qui peut faire. Alors faisons. Voilà, et passons à l'acte, c'est peut-être le leitmotiv de tous ici. Alors soyons, on va dire, concrets, passons à l'acte, hein, c'est peut-être ça le grand message. Merci aux panélistes, merci pour votre patience. On a un tout petit peu débordé. Je voudrais remercier aussi les entreprises qui ont fait le déplacement de Tunisie vers Paris pour être avec vous ici. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ils sont dans les stands aussi, ils attendent à ce que vous voyez, vous puissiez aller les voir. Donc échangez au maximum donc, de cartes de visite et réfléchissez à la Tunisie de demain parce que c'est celle que vous allez construire aujourd'hui. Merci beaucoup.